Bien, bonjour, bonjour à tous. Voilà, tout le monde est en train de rejoindre la salle. Je suis très très content de vous accueillir pour ce webinaire de rentrée sur le cancer du poumon. Webinaire qui, une fois n'est pas coutume, se tient en même temps que le sommet mondial du cancer sur le poumon qui se déroule à Singapour entre le 8 et le 12 septembre. C'est d'actualité. Et puis, pour en parler avec nous, je suis très, très content de recevoir Frédéric Braque, Nicolas Poirier et Eric Alivois. Donc, Frédéric Braque, Médian Technologies, Eric Poirier, aux immunothérapeutiques, Nicolas Poirier, aux immunothérapeutiques, et Eric Alivois, PDC Line Pharma. Voilà. Donc, c'est un moment intéressant parce que c'est un cancer qui est extrêmement mortel, qui est le plus mortel des cancers, en tout cas. Et en France, le cancer du poumon, si mes chiffres sont exacts, et je pense qu'ils le sont parce que je les ai relevés dans un communiqué qu'avait produit Médian Technologies, 50 000 en France, on a passé ce cap-là sur le cancer du poumon. Alors, première des choses, avant de démarrer, de céder la parole à mes interlocuteurs, n'oubliez pas de poser des questions tout au long du webinaire. Vous avez un chat qui est pour ça. Vous les posez par écrit et je les reformulerai à nos panélistes. Et vous pouvez le faire tout au long du webinaire. Sinon, je les reprendrai à la fin et je poserai ces questions à la fin. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut commencer. Merci d'abord à tous les trois d'avoir accepté ce rendez-vous sur ce concept du webinaire 3 contre 1 contre le cancer du poumon. Et peut-être qu'on peut commencer par une petite présentation des uns et des autres, des sociétés des uns et des autres. Frédéric, vous êtes le CEO de Médian Technologies. Vous apportez des solutions en imagerie avec une puissance de l'intelligence artificielle et c'est intéressant de vous entendre présenter votre société et vos développements. Bonjour tout le monde. Donc, Médian Technologies, en fait, quand j'ai démarré ça, c'était pour essayer d'aider à donner une interprétation à ce qui est le standard de soins aujourd'hui pour tous les patients, qui est l'imagerie, qui est impliquée à tous les stades de l'évolution d'une maladie. Ça peut être dans le cadre d'un dépistage, d'un diagnostic ou du suivi du patient pendant son traitement pour essayer de comprendre est-ce qu'il répond ou pas à son traitement. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner une interprétation, un signal émis par l'image. Et quand je dis l'image, ça peut être une IRM, un scanner, un examen PET-CT, ça peut être un peu tout, ça peut être de l'ultrason, mais on essaie de se focaliser beaucoup sur ce qui va être l'imagerie standard en oncologie, qui va être essentiellement le CT et l'IRM. Et là, c'est de pouvoir dire, est-ce qu'on est capable de trouver dans l'image le signal qui correspond au cancer du poumon au stade 1, par exemple? Est-ce qu'on est capable, et de dire en regardant une image de scanner, si c'est malin ou bénin, c'est-à-dire donner une information pas simplement phénotypique, mais une information cellulaire pour pouvoir dire est-ce que c'est malin ou bénin simplement en regardant l'image. Ou est-ce qu'on est capable de dire en regardant et faisant des analyses sur tous les nouveaux traitements, que ce soit en immunothérapie ou en thérapie ciblée, par exemple, est-ce qu'on est capable de prédire qui va répondre, qui ne va pas répondre à un certain type de traitement en trouvant des marqueurs liés à l'image. Donc, nous, on a deux activités. Une où on travaille avec les très grands labos pharma dans le monde entier et des biotech, évidemment, pour gérer leurs essais cliniques. On va gérer toute la partie imagerie des essais cliniques. L'image est un des facteurs clés pour évaluer la réponse au traitement, c'est-à-dire est-ce qu'on stabilise les tumeurs, est-ce qu'elles grandissent, est-ce qu'elles diminuent. Mais on va bien au-delà en utilisant l'intelligence artificielle pour comprendre les mécanismes d'action des médicaments et d'essayer de trouver des marqueurs qui puissent prédire qui va répondre, qui ne va pas répondre. Et ensuite, une autre partie de l'activité où là, on développe des dispositifs médicaux, des software medical devices, qui sont donc des solutions qui sont réglementées et qui sont essentiellement là complètement axés sur le diagnostic précoce de différentes formes de cancer. Et on vient d'annoncer les résultats de notre première étude pivot, étape absolument clé pour nous pour l'homologation FDA et pour le dépistage du cancer du poumon. Donc, c'est une application, c'est un algorithme qui tourne dans le cloud pour analyser des images médicales et pour identifier des patients dans le cadre d'un dépistage du cancer du poumon. Parfait, merci Frédéric. Alors, juste en deux mots, une petite question parce qu'elle est importante à poser là. C'est un de nos interlocuteurs qui demande quelle est la différence entre l'intelligence artificielle de Médian Technologies et d'Intrasense. Voilà, ça sera assez long, c'est S'il vous la plaît. réponse. Non, mais
C'est-à-dire que nous, on fait de l'intelligence artificielle pour donner une réponse clinique. Eux, ils vont utiliser l'intelligence artificielle simplement pour manipuler une image pour qu'on puisse la voir en 3D ou autre. Donc, c'est pas du tout, ils font aucune revendication clinique sur les analyses qu'ils font. C'est au même titre que GE, Siemens, Philips qui m'ont même donné ça à leurs clients avec la machine et vont donner toute une série d'applications. Mais c'est ce que j'appelle des applications de confort visuel. C'est pas, ça n'a rien à voir. Parfait. Bon, voilà, on a bouclé cette petite question. Eric, PDC Line Pharma, quelle solution est-ce que vous apportez? C'est PDC Line, évidemment, mais parlez un peu de PDC Line pour nous dire ce qu'il en est. Merci, Jacques Bernard. Alors, PDC Line Pharma est une société active dans le domaine du vaccin contre les cancers. Donc, on a une technologie qui, en fait, issue de l'établissement français du sang, d'ailleurs. On est une spin-off de l'EFS, du laboratoire qui était dirigé par le fondateur scientifique Joël Plumat à Grenoble et qui était le premier à découvrir une maladie extrêmement rare affectant le système immunitaire, certaines cellules du système immunitaire qu'on appelle les cellules dendritiques d'origine plasmacytoïde. Donc, c'est des tumeurs, des leucémies extrêmement rares. Et à partir du sang de ce patient, il a développé une lignée immortalisée qu'on utilise toujours aujourd'hui comme plateforme vaccinale. Ce que l'on fait, c'est qu'on va aller identifier des antigènes qui sont dans les tumeurs de différents types de patients en fonction de la typologie des tumeurs. On est dans des antigènes partagés dans le premier lieu qu'on va venir loader sur la lignée cellulaire et on va injecter au patient une fois par semaine avec un schéma d'injection. Donc, la société, c'est aujourd'hui, depuis, cette découverte s'est créée et s'est développée. On est aujourd'hui une équipe de 43 personnes. On a dû lever 62 millions d'euros aujourd'hui. On est en phase clinique et le produit le plus avancé est dans le cancer du poumon non à petites cellules. C'est ce qu'on appelle PDC Lung, en première ligne pour des patients métastatiques. Et on est en association avec un inhibiteur de checkpoint avec le pembrolizumab. On a d'autres approches en développement sur des approches plus personnalisées, ce qu'on appelle PDC-NEO, où là, on va aller chercher dans les tumeurs spécifiques du patient des mutations qui vont donner naissance à des antigènes particuliers, uniques, et qui seraient beaucoup plus immunogènes, potentiellement en tout cas, que certains antigènes partagés. Donc, ces produits-là sont en phase préclinique. Voilà. Et notre étude de phase 1-2, qui est en finalisation, puisqu'on est maintenant en phase d'analyse des résultats finaux, a inclus plus de 70 patients dans 5 pays européens et dans plus de 17 centres cliniques. Voilà, en quelques mots pour PDC Line Pharma. Parfait. Alors, merci Eric. Nicolas, on était en première ligne avec Eric et avec vous et Tedopi, on passe en seconde. Une petite présentation d'Osé Oui, Immunotherapeutique. bonjour à tous. VOZ, c'est une société d'immunothérapie qui développe des candidats médicaments contre le cancer ou les maladies auto-immunes, chroniques inflammatoires, en s'appuyant sur notre savoir-faire, la compréhension du système immunitaire, pourquoi il ne s'attaque pas à nos tumeurs, ou pourquoi à l'inverse il s'attaque à nos propres tissus, couplé aussi à notre expertise d'ingénierie moléculaire pour développer des candidats médicaments, des immunothérapies de précision pour venir activer ou bloquer des récepteurs que nos équipes ont identifiés et validés. Donc aujourd'hui, OSE, on développe 6 programmes cliniques ou quasiment cliniques pour le 6e, 3 à travers nos partenariats avec AbbVie, Boehringer ou Veloxis, et 3 autres programmes qui sont propriétaires, dont 2 avancés. Donc notre anticorps anti-L7 récepteur pour lequel nous venons d'annoncer cet été qu'il a atteint le critère principal dans une étude de phase 2 dans la rectocolite hémorragique, on pourrait y revenir dans les prochains mois. Et puis bien entendu, l'objet du webinaire aujourd'hui, Tedopi, qui est un vaccin thérapeutique contre le cancer, pour lequel on vient d'officialiser ce matin même donc le lancement de notre étude de phase 3 d'enregistrement aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Angleterre, en deuxième ligne dans le cancer du poumon, c'est-à-dire chez des patients qui sont en échec aujourd'hui à une première ligne, qui est composée principalement d'une combinaison chimio-immuno. Merci Nicolas pour cette brève présentation. Alors on a décidé de démarrer par une présentation générale, le cancer du poumon, les chiffres et les solutions, l'existant aujourd'hui globalement sur le marché, sans rentrer dans les innovations portées par les sociétés. On y passera dans un deuxième temps.
On va peut-être commencer par Frédéric et l'état des lieux aujourd'hui de l'imagerie sur le cancer du poumon globalement. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux? Comment les sociétés avancent de ce côté-là? Frédéric, à vous. Les enjeux sont colossaux. Je suis sûr que c'est pour ça que les trois sociétés présentes aujourd'hui travaillent activement sur le cancer du poumon. C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la plus grande cause de mortalité en cancer aujourd'hui. Ça tue plus que le rectal et le cancer du foie combiné. Et malheureusement, avec des statistiques qui sont absolument terribles. C'est-à-dire que la plupart des patients sont diagnostiqués dans un stade avancé de la maladie, où aujourd'hui, le taux de mortalité à 5 ans, il est tout juste catastrophique. Alors là où l'imagerie intervient, c'est qu'il y a eu des très grandes études épidémiologiques qui ont eu lieu dans le monde entier. Ce n'est pas Médian qui a été capable de faire ça, ça a été des très très grandes études. Et ça, quand je dis le monde entier, c'est que les États-Unis ont fait 2 très très grandes études. On parle de millions de patients qui ont été suivis pendant plus de 20 ans maintenant, dans le cadre d'un dépistage du cancer du poumon pour voir si est-ce que ça a une incidence si on arrive à diagnostiquer de manière précoce les patients. Il y a eu des études similaires en Europe, il y a eu des études similaires en Corée, au Japon, en Chine. Elles ont toutes trouvé exactement la même chose. C'est qu'aujourd'hui, si on trouve un patient en stade 1, la dernière publication de ILCAP, c'est que 92% des patients sont toujours vivants au bout de 15 ans, alors que c'est 94% de mortalité à 5 ans si on est diagnostiqué dans un stade avancé de la maladie, ce qui malheureusement est le cas pour la plupart des patients aujourd'hui, parce que ça fait partie, comme la plupart des cancers, où il n'y a pas de symptômes. Le jour où il y a un symptôme, malheureusement, la maladie est déjà très avancée et c'est extrêmement compliqué. Là, le dépistage, si on trouve un cancer en phase 1, c'est du curatif. Donc, aujourd'hui, quand je dis les 92% qui sont vivants au bout de 15 ans, les 8% qui sont décédés, la plupart du temps, ne sont pas à cause du cancer. Ils sont fait écraser par un bus dans la rue, quoi. Donc, ce n'était pas relié à leur maladie. Maintenant, aux États-Unis, ils ont lancé un dépistage généralisé du dépistage du cancer du poumon basé sur ce qu'on appelle le scanner low dose, c'est-à-dire très faible dose de radiation. On peut faire facilement dans les poumons parce qu'il y a de l'air, le contraste est plus facile à gérer. Et maintenant, il y a 15 millions de personnes qui sont éligibles au dépistage du cancer du poumon aux États-Unis. C'est assez récent. Aujourd'hui, il n'y a pas, c'est en phase de décollage. Ou aussi, si on prend les avantages et les inconvénients d'imagerie, c'est que l'imagerie, on essaie de trouver une information phénotypique, donc on essaie de retrouver une anomalie. Si on regarde un nodule pulmonaire, le regarder à l'œil nu, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est malin ou bénin? Alors, dans le système aujourd'hui, il y a eu beaucoup de faux positifs qui ont été générés parce qu'on trouve plein de choses, mais on ne sait pas ce que c'est, et on se retrouve à faire des biopsies sur un tas de patients qui, en fait, n'avaient rien. Donc, c'est là tout l'intérêt, en fait, de ce que nous, on travaille maintenant depuis 4 ans. Donc là, c'est vraiment notre phase 3, les phases 3 pivots qu'on vient de présenter là, il y a 2 semaines, avec des résultats extraordinaires pour montrer qu'on était capable de dépister des patients en stade 1 et avec un très fort taux de caractérisation, c'est-à-dire très forte sensibilité, spécificité pour pouvoir dire si c'est malin ou bénin. Et justement, pour pouvoir, dès le premier examen du patient, pouvoir dire si c'est un cancer ou pas un cancer. Alors ça, c'est une importance colossale parce qu'aujourd'hui, très souvent, on va demander aux patients de revenir dans 1 an si on trouve quelque chose et il y a différents critères en fonction de la taille du nodule qu'on trouve. Mais quand il revient dans 1 an, il est peut-être passé d'un stade 1 à un stade 2 et là, c'est plus du tout la même maladie, quoi. Donc, c'est complètement différent. Donc, l'imagerie, elle est complètement au cœur du système aujourd'hui. Moi, alors c'est même pas que je suis persuadé, je sais avec les résultats de l'étude qu'on a montré là maintenant, mais l'IA est en train de complètement révolutionner totalement la manière dont on est capable de mieux diagnostiquer les patients. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est du multiomique. Ce n'est pas simplement l'image qu'on regarde, on corrèle l'image toujours par rapport à une biopsie, par exemple, pour vraiment savoir si c'est malin ou bénin. Et une fois qu'on a trouvé le signal qui correspond à un critère de malignité, on est capable de dire, quand je retrouve ce signal, je sais à quoi ça correspond. Ça correspond à un patient en stade 1, par exemple. Et donc ça a évidemment une importance colossale parce que ça peut être déployé à très grande échelle. Il y a 15 millions de personnes qui sont éligibles au dépistage du cancer du poumon aux États-Unis. Alors, les USPSTF vient d'annoncer qu'ils vont passer à 19 millions d'ici la fin de l'année et ils voudraient passer à 27 millions dans quelques années. En fait, l'évolution du nombre de patients éligibles, il est basé sur des critères de risque qui sont aujourd'hui liés à l'âge et à l'historique de tabagisme.
Malheureusement, on sait très bien qu'on loupe beaucoup de patients qui sont susceptibles d'avoir un cancer du poumon simplement avec ces critères. C'est pour ça qu'ils les élargissent pour pouvoir capter plus de patients potentiels. On voit que c'est un enjeu de santé dans le monde entier, évidemment, quand on voit le caractère agressif de la maladie. L'Allemagne a annoncé il y a 6 semaines qu'il lançait un dépistage généralisé du cancer du poumon basé sur le low-dose. En fait, c'est l'imagerie qui est au cœur de tout ça dans tous les pays. La Croatie l'a déjà lancé, beaucoup de pays scandinaves se lancent dedans. Macron l'a annoncé il y a 2 ans, il ne s'est pas encore passé grand-chose, mais je suis sûr que ça va arriver. L'Angleterre, elle est dans les starting blocks, et l'Italie aussi. La Corée le fait déjà, le Japon l'a lancé et la Chine veut le lancer aussi à grande échelle. C'est que les enjeux de santé sont tellement grands que c'est évident que l'IA est complètement en train de transformer tout ça. Maintenant, nous, notre autre activité aussi, et c'est complètement en relation à ce que font mes 2 camarades ici présents, c'est que nous, on travaille beaucoup avec les labos pharma, pas simplement pour gérer la partie imagerie de l'essai clinique, pour évaluer les critères traditionnels qu'on doit suivre, que ce soit résiste, irrésiste, etc., pour essayer de comprendre si le patient répond à son traitement, mais pour essayer de mieux comprendre le mécanisme d'action du médicament, pour pouvoir beaucoup mieux cibler les thérapies à terme aussi, et de pouvoir comprendre pourquoi certains patients répondent à un traitement et d'autres non. Et alors, mes camarades là seront beaucoup mieux placés que moi pour expliquer ça aussi, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a surtout pour cancer du poumon, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Il y a un certain nombre de patients qui répondent et d'autres qui ne répondent pas du tout. Et là, il faut pouvoir essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut adapter les mécanismes d'action à terme pour que ces médicaments deviennent vraiment efficaces. Et ils vont être adaptés de manière beaucoup plus spécifique à chaque patient. Et donc, pour dire, et je sais que je parle trop, Jacques-Bernard, mais ça veut dire que l'imagerie, elle est complètement au cœur du système dans tout ce qu'on appelle les diagnostics non invasifs, qui sont absolument clés. Quand je dis non invasifs, ça c'est au contrario des biopsies, où évidemment on ne peut pas aller faire des biopsies à des millions de patients pour essayer de savoir ce qu'ils ont, ou même et ça peut devenir aussi des tests compagnons. Donc nous, on accompagne beaucoup de nos grands clients pharma pour développer des tests, ce qui va devenir des tests compagnons pour comprendre quels sont les marqueurs prédictifs pour ceux qui peuvent répondre et pas répondre à un traitement. Merci Frédéric. On comprend la puissance de l'IA telle que médiant la pratique, mais on reviendra juste après sur le deuxième chapitre, on reviendra sur cela. La segmentation, on est sur une segmentation et la présentation des enjeux et solutions existantes. Eric, néoadjuvant, adjuvant, métastatique, première ligne, c'est à vous de nous décortiquer tout cet aspect. Oui. Alors, il y a plusieurs façons de segmenter la pathologie cancer du poumon. L'une d'entre elles, qui est la plus utilisée, c'est de les diviser les 3 groupes en fonction de l'étendue de la maladie. Donc, et en fonction de l'étendue de la maladie, il y a une approche thérapeutique et malheureusement un pronostic qui n'est pas le même. Ça a déjà été dit. Donc, le premier groupe qui comprend les patients ayant des tumeurs qui sont chirurgicalement resécables, c'est-à-dire qui sont opérables. Il faut savoir qu'on parle du poumon. Le poumon, on ne peut pas faire des trous partout. Donc, dès que ça devient métastatique et que la tumeur est étendue, ce n'est plus opérable. Donc, les patients, en fonction de la taille de la tumeur, sont entre le stade 1, 2 et certains stades 3. Donc, la tumeur est plus ou moins grande. Donc, tous ces patients-là sont opérables. C'est 30 à 35% des patients qui sont atteints du cancer du poumon. C'est celui qui a le meilleur taux de pronostic, avec un taux de survie à 5 ans de l'ordre de 20%, et qui peut aller jusqu'à 70% pour le stade 1A, comme il a été indiqué. Donc, plus le pronostic est fait rapidement, mieux l'avantage thérapeutique peut être amené. Donc, et là, les médicaments qui sont aujourd'hui en développement ou sur le marché peuvent être utilisés avant la chirurgie, ce qu'on appelle les néoadjuvants. Donc, l'idée étant de réduire au maximum la tumeur et d'avoir un effet sur la tumeur pour éviter qu'il y ait de reprise de tumeur. Ça peut être, ou les médicaments peuvent être utilisés après la chirurgie. Là, on appelle ces médicaments en adjuvant. Donc, on va essayer de réduire au maximum les tumeurs résiduelles qui perdurent dans la tumeur. Le deuxième groupe,
de patients. Il comprend les patients ayant un stade 3B non résécable. Donc, c'est déjà des patients où la tumeur est déjà plus propagée. Ils ne sont plus opérables. Donc là, la survie médiane est entre 13 et 17 mois, en fonction des publications. Et en général, 50% des patients, ça c'est avant l'avènement important des checkpoint inhibiteurs, pouvaient progresser dans l'année. Et enfin, il y a le troisième groupe de patients, ce sont ceux qui ont une maladie métastatique, donc ce qu'on appelle les stades 4. Et là, vous avez plusieurs lignes de traitement. La première ligne, c'est dès qu'ils sont diagnostiqués, vous donnez un premier médicament. Et là, pour le cancer du poumon aujourd'hui, c'est les checkpoint inhibiteurs. Il y en a 3 qui ont été approuvés en fonction du niveau de PDL1 dans la tumeur. On va y revenir plus tard. Il y a des différents marqueurs qui sont utilisés. Il y a aussi des thérapies ciblées. Thérapies ciblées, lorsque vous avez des gènes drivers qui ont été mutés, on sait que certaines thérapies ciblées vont avoir une efficacité sur ces patients-là. Et vous avez les mélanges, les combinaisons entre la chimiothérapie et les checkpoint inhibiteurs. Le pembrolizumab, par exemple, étant un d'entre eux, les anti-CTLA4, qui est une autre combinaison. Donc ça, c'est tout ce qui est aujourd'hui dans le standard of care sur cette première ligne. Sur la deuxième ligne, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que ça va être expliqué. Il y a un besoin non satisfait qui est très important. On est là sur de la chimio qui est aujourd'hui développée et un certain nombre de produits en développement clinique, dont celui de Tedopi, pour adresser les besoins de ces patients-là. Il y a aussi l'aspect histologique de la tumeur. Vous avez des patients qui sont squamous et non-squamous, qui ont là aussi des pronostics différents et des réponses au type de médicaments qu'on va leur adresser différents. Là aussi, le fait d'être fumeur et non fumeur peut influencer, ou n'a jamais été fumeur dans sa vie, peut influencer aussi le pronostic. Donc, tous ces éléments-là doivent être intégrés lorsqu'on fait un product profile d'un produit et pour bien adresser la bonne population de patients. Voilà. Merci, Eric. Vous avez évoqué effectivement la deuxième, troisième ligne, et nous avons un spécialiste avec Nicolas qui peut nous décortiquer deuxième, troisième ligne, puisque c'est son positionnement. Ouais, alors la troisième ligne, ça ira très vite, puisqu'aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est essentiellement de la deuxième ligne officiellement. Oui. En fait, il faut se rendre compte qu'on a eu pendant des décennies, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution en termes d'efficacité de résultats. Et puis, on a eu cette révolution médicale il y a 10 ans, 2014, l'enregistrement des inhibiteurs de point de contrôle, d'abord en deuxième ligne. Donc, la première ligne, c'était la chimio, puis l'immunothérapie, les inhibiteurs de point de contrôle. Et donc là, on parle effectivement d'une troisième ligne chez des patients qui étaient en rechute à ces deux premières lignes. Maintenant, tout a changé. Ces dernières années, on a les antipédiens qui sont arrivés en première ligne, même en néoadjuvant, on en a parlé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a après cette première ligne qui est soit un antipédien seul, en fonction d'un biomarqueur compagnon qui est le PDL1, ou alors une combinaison chimio et immuno, donc chimio et antipédien. Eh bien, malheureusement, on n'a rien d'enregistré. C'est-à-dire que pour ces patients qui sont à des stades très avancés de la maladie, grade 3B, grade 4, métastatique, ces 18 derniers mois, on a vu que des échecs de phase 3, des études très prometteuses en phase 2, parfois des résultats assez prometteurs sur ce qu'on appelle la PFS, donc la survie sans progression, pardon. Mais finalement derrière, aucun résultat qui ont pu confirmer au niveau de la survie. On l'a vu après cet ASCO, au mois de juin. On avait organisé un webinaire. Malheureusement, on a eu 6 grandes phase 3, 2 grandes classes thérapeutiques qui donnent vraiment des très beaux résultats dans d'autres indications. On parle des anticorps conjugués à la chimio, les ADC, les inhibiteurs tyrosine kinase. Et ces 6 études n'ont pas pu atteindre leur critère principal qui était l'amélioration de la survie. Parce qu'on a des classes thérapeutiques qui sont très puissantes, parfois c'est toxique, qui ont un impact sur la pousse tumorale, mais qui ne changent pas la survie pour les malades. Et aujourd'hui, ça reste le critère dur, critère le plus important, puisqu'à la fin des fins, ce qu'on veut, c'est gagner des patients et gagner de la survie. Donc aujourd'hui, la deuxième ligne, malheureusement, je dirais pour les malades, ça reste le désert. On continue d'utiliser la chimiothérapie, des protocoles de chimiothérapie de manière assez classique, puisqu'on n'a pas d'autre chose à proposer aux malades. Donc, les besoins médicaux restent énormes. On parle aujourd'hui de 2 tiers environ, peut-être un peu moins de 2 tiers des malades qui sont traités en première ligne, qui vont rechuter. Alors, soit rapidement, soit de manière un peu plus longtemps. On parle de résistance primaire ou secondaire, j'y reviendrai, puisque ça a un impact sur notre positionnement. Mais on est quasiment sur 2 tiers des malades qui, malheureusement, sont en impasse thérapeutique après l'échec à une première ligne.
Merci, merci Nicolas. Alors, on arrive au deuxième volet de notre webinaire, c'est sur la force des innovations portées par les trois sociétés, par Médian, OSE et par PDC. Et là, Frédéric, curatif, c'est intéressant parce que quand même, vous êtes dans un stade d'une étude où vous avez examiné de manière tout à fait approfondie, à la demande de la FDA, quelques 1747 patients, les données de 1747 patients, 1742, quelque chose comme ça. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire exactement ce qui est ressorti et les avantages que cela présente? Oui, alors là, le but de l'exercice vis-à-vis de la FDA, c'était d'analyser des cohortes de patients qui ne sont pas nécessairement complètement représentatifs d'une cohorte de dépistage de cancer du poumon, parce qu'une cohorte de dépistage de cancer du poumon, on aura beaucoup plus de négatifs que de positifs. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont bénins, là, c'est déjà une population qui est de 1 pour 2, c'est-à-dire un malin pour 2 bénins. Et ils voulaient surtout s'assurer que nos solutions marchent dans tout type de circonstances, c'est-à-dire quelle que soit la machine, quel que soit le type d'acquisition qui a été faite par l'opérateur, et quel que soit le type de patient. Et donc, ça a été une cohorte qu'on appelle enrichie, c'est-à-dire avec des cas aussi très compliqués, où ils voulaient aussi qu'il y ait une très forte concentration de patients en stade 1. Donc, 80% des patients, c'était des stades 1, parce qu'évidemment, c'est ce qui est le plus problématique dans le cadre d'un dépistage du cancer du poumon, c'est de les identifier justement dans un stade 1 avant qu'il y ait une trop forte évolution de la maladie. Et les résultats qu'on a apportés étaient complètement, alors évidemment c'est moi qui parle, mais c'était avec, il fallait qu'on ait ce qu'on appelle une R sous la courbe, c'est-à-dire la courbe ROC qui soit au-dessus de 0,80, on était à plus de 0,90. Donc c'était des résultats qui étaient tout juste exceptionnels pour une cohorte aussi compliquée. Donc avec un taux de sensibilité, de spécificité extrêmement élevé pour dire qu'on est capable de trouver les patients qui ont eu un cancer. Et là, on s'est mesuré par rapport à une vérité terme, c'est-à-dire qu'on a traité des patients. Nous, on peut faire ce qu'on appelle des études prospectives sur des données rétrospectives. C'est-à-dire qu'on peut faire une étude randomisée prospective sur des données prospectives parce que, en fait, on a travaillé avec des groupes comme MD Anderson, UPenn, Baptist Memphis aux États-Unis et des très grands groupes européens, où c'est des patients qui sont venus, par exemple, il y a 5 ans, ils ont été suivis pendant 5 ans. Est-ce que nous, on aurait été capable de dire le premier jour où ils sont venus qu'il y a eu un cancer, qui n'a pas eu un cancer? Et donc, on essaie de mesurer notre performance. Et toute performance d'un diagnostic peut être mesurée avec des objectifs, avec des critères de performance extrêmement objectifs qui sont l'air sous la courbe et la sensibilité, spécificité du test. Donc aujourd'hui, on est les seuls au monde dans l'imagerie à avoir été capable de dire qu'on est capable de trouver de manière extrêmement élevée, c'est-à-dire avec plus de 90% de sensibilité de spécificité des patients en stade 1 et là où ça devient curatif. Donc, et pour expliquer avec ta question aussi, parce que c'est relié à l'innovation et ce qui a changé pour nous, parce que nous, on travaille dans le monde en fait, de la technologie depuis le départ. L'imagerie, c'est digital depuis toujours. Je dis depuis toujours, ça fait très longtemps. Et donc, c'est-à-dire que nous, on travaille dans le domaine du traitement par ordinateur, de tout ce qui est computer vision, de tout ce qui est traitement d'image et de l'IA depuis des années. C'est-à-dire que l'IA, évidemment, ça existe depuis très, très longtemps. Ça n'a pas été inventé ces dernières années pour faire bien. Des grandes avancées pour nous, c'est que elle vient de deux choses. C'est que l'évolution des algorithmes qu'on est capable de développer sont reliés aussi aux capacités de traitement et d'analyse, parce que nous, on traite des images médicales. Les images médicales, pour mettre ça en perspective, plus de 90% de toute l'information médicale dans le monde, c'est des images. C'est normal, c'est l'énorme volume d'informations générées par un examen médical. Et donc, nous, typiquement, nous, on travaille avec les processeurs NVIDIA. Moi je les décortiquais des jeux d'ordinateur de mes enfants parce que c'était utilisé évidemment pour les jeux vidéo et pour nous permettre de traiter des énormes masses de données. Donc, l'évolution des capacités de traitement qui fait que, je donne un exemple, il y a 5 ans, pour analyser l'image d'un patient, on mettait 2 semaines en mettant tous nos ordinateurs qui tournaient 24 heures sur 24 en parallèle. Aujourd'hui, je mets ça dans le cloud et j'ai une réponse en quasi temps réel, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est donc capable de traiter des énormes masses d'informations, extraire beaucoup plus d'informations et donc d'itérer pour avoir des modèles qui fonctionnent extrêmement bien de manière extrêmement pertinente.
Donc, ce qui, fondamentalement, pour l'imagerie, est en train de révolutionner complètement la partie diagnostique, c'est l'évolution de l'IA grâce aux évolutions du temps de calcul qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, ça veut dire que nous, évidemment, nous, on est là pour répondre à un besoin clinique. Donc, on travaille avec des cliniciens dans le monde entier. Notre conseil médical pour le cancer du poumon, c'est un peu le who's who des gens que ce soit pneumologue, oncologue ou radiologue au niveau du cancer du poumon, parce qu'on répond à un besoin clinique. Et beaucoup de nos partenaires, c'est les grands de la big tech, c'est-à-dire que nous, on peut aller atteindre aujourd'hui, du jour au lendemain, n'importe quel site d'imagerie dans le monde, et il y en a 40 000 aux États-Unis, je peux me déployer là demain si je veux, quoi. Les solutions cloud, elles sont là, elles sont matures. Nous, on fait ça aujourd'hui au quotidien pour nos clients pharma. On est connecté à plus de 4000 hôpitaux aujourd'hui où on récupère des images, on les analyse et on envoie un rapport. Et donc, nous, on peut s'intégrer dans le quotidien du clinicien de manière quasi immédiate, ce qui aurait été complètement différent il y a quelques années. Et l'autre grande évolution rattachée à tout ça, c'est que pendant très longtemps, en fait, l'imagerie, on regarde une information phénotypique, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à détecter physiquement quelque chose qui est une anomalie? Et est-ce qu'on est capable de dire à quoi correspond cette anomalie? Est-ce que c'est un cancer ou pas un cancer? Est-ce que c'est un cancer du poumon, du foie? Qu'est-ce que c'est? Et comment est-ce qu'on est capable de donner cette information? Maintenant, depuis maintenant 2 ans, aux États-Unis, non seulement le cancer du poumon, par exemple, lui, c'est prescrit et remboursé, mais l'analyse de ce que fait Médian est prescrit et remboursé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des taux de remboursement extrêmement élevés pour un test diagnostique qui peut être déployé à 15 millions de personnes, de $650 par examen pour l'analyse par l'IA ou par d'autres moyens, mais de l'image scanner pour dire est-ce que c'est malin ou bénin. Et donc ça veut dire que ça ouvre des avancées colossales parce que ça favorise évidemment les investissements, la recherche. On a levé évidemment nous beaucoup de sous pour déployer ça. Et en sachant qu'aujourd'hui, pour nous, pour par exemple développer une nouvelle application pour le cancer du poumon, du début à la fin, ça a été un investissement environ c'est entre 45 et 50 millions d'euros. Et on met à peu près 4 ans. Dans les différentes phases cliniques. Là encore, parce qu'on peut faire des études rétrospectives, donc ça va plus vite. Mais dans quelques années, on pourra faire un examen de ce qu'on appelle un thorax abdomen pelvis qui se fait couramment. Tous les examens aujourd'hui, comme si vous allez faire un scanner, on va prendre tous les organes de la tête au pelvis. Et on va être capable d'analyser en temps réel le poumon, le foie, la rate, le côlon. On va pouvoir regarder de multiples organes pour analyser et faire des dépistages un peu généralisés de différentes formes de cancer. La technologie existe. Nous, on le fait pour le poumon, mais on a tout un programme aussi aujourd'hui pour le cancer du foie. On a fait beaucoup de travaux pour le côlon aussi, pour la prostate. Donc, on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est d'abord d'arriver le cancer le plus important pour nous, parce que c'est celui qui touche le plus de gens, c'est le cancer du poumon. Donc, c'était la première cible. Et on espère mettre ça sur le marché maintenant l'année prochaine, donc, avec différentes échéances dont je parlerai tout à l'heure aussi. On y reviendra sur notre troisième volet. L'intérêt aujourd'hui de l'approche vaccinale, première ligne, Eric, c'est PDC Lung. Oui. Alors, donc, en fait, on est dans un domaine, le cancer du poumon, où un certain nombre d'acteurs se sont positionnés pour essayer d'amener une approche thérapeutique. Nous avons une modalité qui est les vaccins contre le cancer, qui présente un certain nombre d'avantages, mais il faut savoir que sur la première ligne, il y a un certain nombre d'autres modalités qui sont en développement clinique. Il y a d'autres inhibiteurs de checkpoint qui ont eu des déboires, mais certains sont encore en développement. Je parle des anti-TIGIT. Il y a des ADC, ça a été cité. C'est des anticorps chargés avec un payroll de chimiothérapie pour cibler la chimiothérapie de façon plus spécifique. Et puis des anticorps bispécifiques. Il y a des nouveautés qui sont sorties là récemment avec des résultats qui semblent intéressants. Donc, il y a un environnement concurrentiel qui est important. On est dans une approche vaccin contre le cancer qui, elle, va pouvoir se combiner avec toutes ces approches-là. Donc, on a déjà commencé dans cette première étude clinique à se combiner avec le pembrolizumab, puisque c'est aujourd'hui le standard of care. Les approches vaccinales ont un intérêt important puisqu'ils vont venir
en fait renforcer l'immunité du patient. Les checkpoints vont éteindre les défenses, les mécanismes de défense de la tumeur. Et c'est avec l'immunité existante, les lymphocytes T qui sont autour de la tumeur et résidentes, qui vont jouer leur effet. L'approche vaccinale va complémenter cet effet par amener un boost de lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est des cytotoxiques qui vont venir, en tout cas c'est ce que nous espérons, renforcer cet effet de destruction de tumeur et d'avoir un effet à long terme sur la stabilité de la tumeur, voire la destruction totale de cette tumeur. Donc ça, c'est déjà, je dirais, la complémentarité des mécanismes d'action. Dans les approches vaccins contre le cancer, aujourd'hui, en première ligne, nous sommes les seuls. Il y a d'autres vaccins dans le cancer, soit en deuxième ligne, Tedopi est un exemple, soit dans des approches plus néo-adjuvants ou néo-adjuvants. Il y a des études qui vont être lancées par Moderna, notamment dans le cancer du poumon, mais ils ont visé l'adjuvant ou le néo-adjuvant. Adjuvant dans ce cas-là, donc avec ce qu'on appelle low tumor burden, c'est-à-dire ils veulent que la masse tumorale soit plus faible pour avoir un effet maximum visible de leur vaccin. Donc, c'est des études qui sont intéressantes, mais qui sont très longues parce que quand vous êtes sur ces modèles adjuvants, vous devez avoir un suivi assez long pour avoir mesuré statistiquement une efficacité du produit. Donc, nous sommes en première ligne et on espère voir un effet additionnel au Pembro avec notre approche vaccinale. Et dans les approches vaccins contre le cancer, vous avez aujourd'hui deux, je dirais, stratégies qui sont pas d'ailleurs complètement parallèles, qui peuvent être menées de façon combinée. Vous avez les approches vaccins avec des antigènes partagés. Donc, c'est des antigènes qui existent dans les tumeurs. J'ai parlé squamous ou non squamous. Il y a des études épidémiologiques qui vous permettent d'identifier dans des cohortes de patients la prévalence d'un certain nombre d'antigènes qui sont présents en grande partie sur les tumeurs de ces patients avec ce type de tumeur. Donc là, on peut les sélectionner, les identifier. C'est ce qu'on a fait dans notre cas. Il y a 6 antigènes tumoraux qui ont été sélectionnés et nous espérons avec ces 6 antigènes tumoraux avoir au moins 1 ou 2 de ces antigènes présents dans tous les tumeurs des patients que nous allons injecter. Donc, on n'a pas de test en amont pour identifier la présence ou pas de ces antigènes. C'est ce qu'on appelle une approche off-the-shelf, qui a l'avantage d'être plus rapide, moins coûteuse et applicable en termes de logistique de façon plus simple que l'autre approche, qui est une approche personnalisée. Là, dans l'approche personnalisée, on va aller regarder spécifiquement dans la tumeur du patient. Donc, il faut collecter cette tumeur, aller faire un séquençage de sa tumeur, des cellules saines, d'identifier des mutations et avec un certain nombre d'algorithmes qui sont en développement aujourd'hui, d'identifier des néoantigènes immunogènes nouveaux, spécifiques du patient, qu'il va falloir produire uniquement pour ce patient-là, faire l'associer avec nos lignées cellulaires et l'injecter. Ou avec d'autres approches. Il y a des approches ARN qui existent, des approches virales. Donc ça, c'est les approches personnalisées, ce qu'on appelle néo-antigènes. Donc nous sommes sur les deux. On a choisi de commencer sur l'approche off-the-shelf parce que clairement, avec un bénéfice thérapeutique suffisant, on est dans une approche que l'on peut décliner de façon très rapide. Vous voyez, donc on peut stocker les batchs de vaccins de cancer dans l'azote liquide, le produire même plusieurs années à l'avance, puisqu'on a une très bonne stabilité, les envoyer à l'hôpital au congélateur en moins 80, et puis lorsque le patient est là, le pharmacien ou la nurse vient, décongèle, prend le produit et l'injecte au patient. Quand vous êtes sur une approche personnalisée, c'est toute une autre logistique, vous voyez bien qu'il faut mettre en place. Il faut aller collecter la tumeur, faire le séquençage, produire et après réinjecter. Néanmoins, avec les bénéfices qui ont été démontrés dans certaines études, je parle de l'étude Moderna dans le mélanome, où ils ont un HR de moins de 0,5, c'est-à-dire qu'ils ont sur la récidive de la tumeur, donc ils ont diminué de moitié la présence de récidive de tumeur dans ce cancer-là. Si vous atteignez ce genre de barre dans ce type de setting, là, vous pouvez justifier des coûts importants inhérents à ce genre de thérapie. D'accord. Et là, encore une fois, dans le domaine du cancer en général et du cancer du poumon en particulier, un bénéfice sur l'OS mesurable va amener un plus très important et très valorisé par la communauté médicale. Donc ça, c'est pour les approches de façon très synthétique. Et comme je l'ai dit, notre approche la plus avancée aujourd'hui, PDC-Lung, c'est avec des antigènes partagés en phase 1-2, première ligne métastatique.
Merci beaucoup, Eric. Nicolas, c'est à votre tour. Et là, on est aussi sur une approche vaccinale avec Tedopi, mais c'est une approche vaccinale avec d'autres cibles, d'autres façons d'agir. Oui, effectivement, c'est une approche assez complémentaire de ce que expliquait Eric. On est sur une approche aussi off the shelf, vaccin sur l'étagère, les différences dépersonnalisées. Donc, le vaccin est ready to use. Excusez-moi pour l'anglicisme. Mais effectivement, après, et je reviendrai à nouveau à cette révolution médicale après ces 10 ans de tout checkpoint, je dirais, où les anti-PD1 sont venus vraiment remplacer et modifier la prise en charge thérapeutique des malades. Il y a eu cet avènement du tout checkpoint où on pensait que finalement, tous les patients ont une réponse immune intrinsèque, on va être capable de trouver le bon frein, PD1 en est un, c'était la 4 en est un autre, et puis il y en a eu plein d'autres derrière d'évaluer, donc l'IGIT, et je passerai les autres noms, en pensant que finalement il suffisait de lever le bon frein, le frein qui bloquait la réponse, et qu'on y arriverait à avoir une réponse chez la plupart des malades. Et malheureusement, cette dernière décennie de recherche clinique est assez décevante, puisqu'on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas tant de freins différents que ça. PD1 est un master régulateur, un frein majeur. C'était la 4 en fait partie, mais pour d'autres mécanismes d'action. Et il suffit pas juste de lever les freins de la réponse immune pour que les patients se mettent à répondre, en tout cas que ces réponses soient capables d'éliminer les tumeurs. On a vu, j'ai parlé tout à l'heure, d'autres classes thérapeutiques très puissantes, les ADC, des TKI qui n'ont pas délivré. Et je crois que c'est là où la vaccination reprend un peu toutes ses couleurs et son intérêt. En tout cas, les grandes promesses qu'elle porte, c'est on a un groupe de patients qui ont une réponse immune intrinsèque qui est bloquée. Et si on lève les freins, on arrive à avoir des belles réponses. Soit elles sont durables, soit les patients ou la réponse immune du patient s'épuise. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces malades-là? Quels sont les mécanismes d'action qu'on peut mettre en œuvre? Et c'est là où la vaccination thérapeutique va permettre de réarmer, rééduquer le système immunitaire à éliminer ces cellules tumorales, d'abord à les reconnaître. Et donc, pour ce faire, il y a plusieurs technologies. Il y a eu pas mal d'échecs, il faut le dire également dans le passé, avec notamment, je crois, dans le choix de la sélection des antigènes et des technologies qui ont été utilisées. Et donc, Tedopi, c'est un vaccin où on a aujourd'hui 10 peptides qui ont été tous optimisés, sélectionnés en laboratoire. Donc, comme Eric, pas besoin de, comme les vaccins personnalisés, d'avoir accès à une biopsie, sélectionner les bons antigènes à la façon. On voit qu'il y a pas mal de déchets derrière dans la prédiction aussi des bons antigènes. Tous les antigènes qu'on utilise ont tous été sélectionnés pour être très puissants, très partagés. Et ensuite, on les a ingénierés, excusez-moi encore de l'anglicisme, modifiés pour les rendre suffisamment différents pour le système immunitaire, comme si c'était des antigènes de virus, pour rompre cette tolérance du système immunitaire et induire une forte immunogénicité, et ensuite avoir la cross-réactivité qui est très importante contre l'antigène tumoral. Et donc, c'est cette technologie qui permet à la fois d'éduquer de manière très puissante le système immunitaire, la reconnaissance des cellules tumorales, et on a cette corrélation entre ce qu'on appelle l'immunogénicité, c'est-à-dire la vaccination, l'effet biologique qu'on peut mesurer dans le sang, et la survie. Je reviens à la survie, c'est le critère principal d'enregistrement, et c'est le critère le plus important, en fait, in fine pour les malades. Donc, ce qu'on a pu publier l'année dernière, en septembre dernier, c'est les résultats d'une première étude de phase 3 qu'on avait conduit en 3e ligne. Donc, quand les anti-PD1 étaient enregistrés, utilisés plutôt en 2e ligne, après chaque chimio, on a pu voir que chez la moitié des malades environ, ceux qui ont préalablement bénéficié d'un bénéfice clinique à l'immunothérapie, ces anti-PD1. Quand ces patients perdent la réponse, on n'a rien enregistré, on a comparé le vaccin seul en monothérapie, ça c'est important aussi, versus la chimiothérapie qui est toujours utilisée comme traitement de référence. On a pu montrer un bénéfice important, significatif en survie, avec une réduction du risque de décès de l'ordre de 41% pendant la première année. Donc c'est ça le critère dur, la baisse du risque de décès ou la survie qui est prolongée chez les malades, avec un autre critère très important qui est aussi la qualité de vie. Parce que on n'en parle pas beaucoup, mais dans ces études d'enregistrement, la qualité de vie, c'est un critère très important à la fois pour les malades, bien entendu, les accompagnants, les soignants, la famille, mais aussi les agences et les payeurs, parce que derrière tous ces traitements, ces protocoles de chimiothérapie ou cette nouvelle vague de molécules qui arrivent, qui peinent à montrer de l'efficacité, mais qui sont souvent assez toxiques, il y a beaucoup de coûts engendrés par cette toxicité. Donc, on a pu montrer 3 fois moins de toxicité avec le vaccin par rapport à la chimio, et une meilleure qualité de vie des malades qui s'explique par 2 raisons: un meilleur effet sur la pousse tumorale et également moins de toxicité, donc des malades qui vont mieux, ou en tout cas qui se dégradent beaucoup moins vite que lors de la chimie. Donc c'est ces résultats qui nous ont convaincus aujourd'hui de se lancer dans cette nouvelle étude confirmatoire, j'y reviendrai, mais c'est surtout, je crois,
je ne sais pas si on peut parler d'une percée, mais en tout cas d'une avancée médicale importante. Aujourd'hui, la vaccination thérapeutique avait toujours échoué à montrer un impact sur la survie. Il y a des grandes promesses dans le néoadjuvant avec ces vaccins personnalisés qui, en combinaison avec la chimiothérapie et d'autres classes de médicaments, peuvent limiter la rechute ou la repousse. Cette fois-ci, on parlait de malades qui étaient en grade 3B, 4, métastatique, où on a pu démontrer en monothérapie, donc il n'y a pas de doute de où vient l'efficacité, c'est pas la combinaison, un impact significatif pour les malades sur la survie. Ça, c'est fort, et donc c'est pour ça qu'on est très confiant pour la suite. Parfait, merci, merci Nicolas. On arrive au troisième volet maintenant, et ce troisième volet, évidemment, c'est le point sur les prochains jalons de valeur de chacune de vos sociétés. Jalon de valeur qui est important pour Médian, puisque Médian est à la porte du marché avec un code de remboursement. Il faut toujours signaler qu'un code de remboursement, c'est très important aux États-Unis, hein, parce que c'est le sésame pour ouvrir les portes du marché, quelque part. C'est important pour ça. Et Médian qui est en phase pivot. Hein. Là, on a encore une étude qui est relancée. Et voilà. Et le marché, c'est 2025-2026. Frédéric, on n'entend pas. Il n'y a plus plus de Vous êtes en son. mute, Frédéric. Voilà, pardon. Voilà, c'est bon. Et, non, mais c'est tout à fait ce que tu as dit, Jacques Bernard, c'est que nous, maintenant, on a fait notre première étude pivot dans les discussions avec la FDA. Il y a 2 études qui vont être faites. La première étude a été publiée, qui est un peu l'étude clé pour nous, parce que c'était comparé Médian par rapport à une vérité de terrain absolue, qui était vérification par biopsie de patients qui ont été atteints d'un cancer. Est-ce qu'on a été capable de les trouver? Et avec des résultats qu'on a présentés justement au congrès à San Diego cette semaine et qui ont été extrêmement bien perçus par la communauté médicale, évidemment, parce que c'est des résultats qui sont assez exceptionnels. Maintenant, on va continuer sur la deuxième étude pivot sur laquelle on va publier les résultats. Ça sera Q1 l'année prochaine, Q1 2025, pour une mise sur le marché qui sera à mi-2025 en fait. Donc, quand je dis mi-2025, c'est très proche, hein. Alors nous, on avait pris beaucoup de risques quand on a décidé de démarrer ça. C'est moi qui ai poussé pour vraiment lancer toutes ces études et le développement pour le dépistage cancer du poumon, alors qu'il n'y avait pas de code de remboursement associé à ça. Maintenant qu'il y a un code de remboursement, bah, évidemment, c'est complètement différent et on va pouvoir travailler avec les payeurs aux États-Unis dans des différentes études médico-économiques pour aussi montrer la pertinence de ce qu'on apporte. Et donc là, il y a toute une série d'études qui vont continuer aussi, qui sont en parallèle de la FDA, qui sont plus axées pour la mise sur le marché et les négociations avec les payeurs. Et aussi des grands contrats de partenariat. Alors nous, on peut distribuer nos produits, comme j'ai dit, tout seul. Nous, aujourd'hui, on est capable de toucher n'importe quel centre d'imagerie dans le monde de manière immédiate, quoi. Évidemment, si on travaille avec des grands, que ce soit les grands du cloud ou les grands dans les domaines des dispositifs médicaux, eh ben, on peut atteindre peut-être plus de patients plus rapidement aussi. Donc, il va y avoir aussi, on a beaucoup de discussions qui sont en cours avec de très grands acteurs qui, évidemment, s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait, un peu au même titre que Nicolas parlait des différents partenariats pharma qu'il a, etc. Pour nous, les enjeux sont un peu similaires pour toute l'approche de mise sur le marché aussi. Et donc, on est en discussion très avancée avec différents très grands partenaires qui vont nous aider à déployer tout ça sur le marché à partir de courant l'année prochaine. Nous, dans le cancer du poumon, en fait, on travaille sur 2 approches. Il y a la partie qui est dépistage cancer du poumon, qui est l'objet de toute cette première mise sur le marché. Il y a en parallèle de ça aussi, pour ce qu'on appelle les cancers détectés, pas les cancers, les nodules détectés de manière incidentale. C'est-à-dire qu'un patient va faire un scanner pour un examen cardiaque et le radiologue détecte un nodule pulmonaire. Aujourd'hui, il y a 5 millions de patients aux États-Unis, à peu près 6 en Europe, qui sont suivis pour un nodule pulmonaire qui a été détecté alors qu'ils étaient venus pour faire un examen qui n'avait rien à voir. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas aller faire des biopsies sur 5 millions de patients. Donc aujourd'hui, c'est des patients qui sont suivis et qui on demande de revenir en fonction de différents critères. Et là, les enjeux sont colossaux parce que si on lui demande de revenir dans 1 an et que dans 1 an, il est passé d'un stade 1 à un stade 2, c'est plus du tout la même maladie, quoi. Donc là, il y a vraiment un énorme besoin de santé de pouvoir analyser les conditions de ces patients dès qu'ils ont été détectés avec un nodule pulmonaire. La FDA nous demande de faire des études séparées. Ça va être la même solution que pour le dépistage, mais ils veulent ça.
ils veulent s'assurer que ça marche bien pour des cohortes de patients qui sont fondamentalement différents, et même l'acquisition est différente parce que c'est souvent des scanners injectés, etc. C'est différents types de scanners. Mais donc, je crois que pour nous, les enjeux, c'est la poursuite de la deuxième étude, la mise sur le marché et vraiment le déploiement de tout ça. Et quand on sait qu'il y a déjà 15 millions de patients éligibles au dépistage du cancer du poumon aux États-Unis. En Europe, ça se met en place, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un peu plus lent. L'Asie, ça va avancer beaucoup, beaucoup plus rapidement. La Corée et le Japon, ils sont déjà en train de le systématiser. Même la Chine parle parce que c'est un fléau colossal en Chine, évidemment. Ils parlent de le mettre en place aussi. Mais l'Europe suit et ça va venir. La différence en Europe, c'est qu'on n'a toujours pas de code de remboursement associé à une interprétation par l'IA. Et je vois le sourire de Nicolas, on sait tous que c'est assez compliqué aussi en Europe. Il faut aller négocier maintenant pays par pays, etc. Et les taux de remboursement ne sont pas toujours les mêmes non plus en Europe que ce qu'on peut obtenir aux États-Unis. Mais déjà, avec 15 millions de personnes éligibles, on a un marché formidable et on sait qu'il passe à 19 millions d'ici la fin de l'année. Donc, on a un marché qui est absolument colossal aux États-Unis. L'Europe suivra. L'aventure réglementaire européenne est un peu compliquée, c'est vrai, mais ça suivra dans la foulée avec les résultats. Merci beaucoup Frédéric. De votre côté, Eric, où en est-on et quels sont surtout les prochains jalons de valeur qui vont arriver avec PDC Line et PDC Lung? Alors, le prochain jalon de valeur important, c'est les résultats finaux de la phase 1-2, en tout cas le dernier follow-up de l'analyse primaire qui a été faite sur l'étude clinique de phase 1-2, cancer du poumon dans la petite cellule. Donc, on espère présenter ces résultats au cours du mois de novembre dans une conférence aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier élément très important. Va être associé à ça une nouvelle levée de fonds que nous devons mener pour financer, qu'on essaye de clôturer pour fin de cette année, au premier ou deuxième quarter de l'année prochaine, de façon à financer la prochaine étude clinique qui serait une phase 2 randomisée contre le pembrolizumab seul avec notre produit en association. Et donc ça, c'est avec une étude qui devrait débuter pour cette étude randomisée, qui serait une étude internationale, US, Europe, Asie, à partir de la fin de l'année prochaine. D'accord? Donc ça, c'est les principales milestones et vont découler derrière les résultats intermédiaires, les résultats finaux, etc. Donc ça, c'est les milestones à court terme pour l'aspect néo-antigène, le vaccin néo-antigène qui est aujourd'hui en préclinique. Là aussi, on espère déposer un dossier pour démarrer une étude clinique au troisième quarter de l'année prochaine, qui là serait une première étude de phase 1 localisée vraisemblablement en Belgique, qui va permettre là aussi en termes de démonstration de mécanisme d'action, de l'immunogénicité du vaccin. Et là, on viserait le colorectal oligométastatique avec le vaccin seul, cette fois-ci. Donc, voilà les deux approches et les grandes milestones qui vont être développées par PDC Line Pharma. Merci beaucoup Eric et Nicolas. Alors c'est tombé ce matin les nouvelles, communiqué de presse tôt, à 7h30. Il fallait être debout. Et aux immunothérapeutiques lance son étude de phase 3 d'enregistrement du vaccin thérapeutique. Alors parlez-nous de ce lancement et des objectifs et des jalons qui vont suivre. Ouais, c'est une nouvelle qui était dans les tuyaux depuis un moment, puisqu'on avait déjà annoncé le feu vert de l'agence américaine en début d'année. Après l'ASCO, on avait commencé à monter en puissance, à annoncer qu'on aurait prochainement donc le feu vert en Europe. Donc voilà, c'est fait, c'est sorti. 14 pays, principalement on va dire Europe, UK et Amérique du Nord avec Canada et US. Donc la prochaine étape, je dirais que ça va être évidemment le premier patient à la fois en Europe aux US. Bon, ça c'est assez opérationnel. Ensuite, on va voir surtout c'est l'analyse d'études, une analyse d'intérim de futilité. On peut envisager dans les probablement 18-24 prochains mois, qui permettra de se lancer dans la dernière ligne droite vers l'enregistrement, qui est plutôt horizon 2027-2028. Et entre-temps, on conduit également, j'en ai pas parlé, 3 autres études de phase 2 en combinaison avec Tedopi, le même vaccin, mais dans d'autres indications, notamment dans le cancer du pancréas, le cancer des ovaires ou le cancer du poumon en combinaison avec l'immunothérapie. Et donc, ces 3 études devraient nous permettre de délivrer un readout
tous les ans dans les 3 prochaines années. Donc, disons, on l'espère 2024, puis ensuite 2025, 2026, juste avant les résultats 27-28. Donc, on va pas s'ennuyer. Un news flow assez riche sur T2P dans les 3 prochaines années et puis sur l'ensemble du portefeuille, puisque avec nos 3 partenariats, on attend également du news flow et puis surtout sur le programme IL7 récepteur. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur davantage de granularité, je dirais, sur l'ensemble des résultats, les critères d'évaluation secondaire, sur lesquels on aura l'occasion, j'espère, de revenir prochainement lors d'une belle et grande conférence médicale. Parfait, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, on avait une petite question et j'en poserai une ultime, parce qu'il nous reste 5 minutes en fait. On a beaucoup utilisé le temps. La question vient de Monsieur Muller qui nous demande ce qu'on pense et qui me demande pas ce qu'on pense, mais ce que vous pensez des résultats présentés par Summit Therapeutics. Ça a été présenté au sommet mondial sur le cancer du poumon hier, je crois, le 9. Donc, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur cette présentation? Et est-ce que vous pouvez nous la résumer déjà? Alors, bon, moi, je n'ai pas assisté à la présentation, hein. J'étais pas à San Diego à la conférence, mais évidemment, ça a fait du bruit, hein, puisque c'est l'une des premières études head-to-head contre le pembrolizumab. Head-to-head veut dire c'est un anticorps bispécifique anti-VEGF, anti-PD1, associés, anti-PDL1, qui sont associés dans un même anticorps, et le pembrolizumab. Et donc, ils ont fait cette étude en Chine. C'est une grosse étude, hein, qui a près de 200 patients dans chaque bras et qui aurait démontré des résultats statistiquement significatifs. Attention, non pas sur l'OS, mais sur la PFS et sur l'ORR. Donc, c'est des résultats qui sont clairement très encourageants, qui sont intéressants, mais qui sont faits uniquement en Chine. L'étude clinique est uniquement chinoise. Je ne dis pas que c'est mal, hein, mais bon, c'est une partie de la population mondiale. Et une autre étude va être faite par Summit, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé aux États-Unis. Une autre phase 3, je crois, pour les PDL1 high, c'est-à-dire plus de 50%. Donc, je pense que cette étude-là, en tout cas, on l'espère, devrait confirmer ou infirmer les résultats qui ont été faits par la Chine. Mais clairement, les résultats qu'ils ont annoncés ont fait du bruit. C'est des résultats intéressants. On parle de potentiellement game changer. Game changer, ça veut dire qu'ils deviennent le standard of care dans la première ligne, mais j'attendrai avant d'affirmer ce genre de choses les résultats de l'OS. Et l'OS d'abord en Chine, et puis après dans l'étude que va mettre en place Summit. Voilà, de façon très synthétique. Nicolas? Oh, je crois qu'Eric résume bien ce que tout le monde pense. On attend de voir, surtout l'OS, comme je disais, la survie, Ouais. hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors, c'était en deuxième ligne, là, c'est en première ligne, mais le nombre de molécules, malheureusement, qui délivrent des résultats très prometteurs sur la survie sans progression, qui n'arrivent pas à confirmer en survie, ça, c'est dingue. Hein. Donc, et survivre sans progression, c'est bien, mais ce qui compte, comme je le disais, c'est quand même la survie des malades. Donc, ça, on attend, je crois, tout le monde attend avec impatience ces résultats-là. Il y a pas mal de questionnements sur le fait que ce sont des études principalement, enfin, et exclusivement chinoise. Donc, on attend de voir un petit peu sur d'autres types de populations de malades plus classiques pour nous, si ça se confirme. Et puis, c'est une étude versus Pembro seul. Et donc, il ne faut pas oublier que la première ligne de traitement est comme une très, très grande partie qui est maintenant combinaison chimio-immuno, donc chimio anti-PD-1. Donc, Summit a annoncé qu'il lançait une phase 3 en combinaison avec la chimio pour aller justement challenger le Pembro sur cet axe-là. C'est une étude qui va prendre pas mal de temps. Pour en avoir discuté il n'y a pas très longtemps, quelques heures avec quelques KOL, il y a un potentiel game changer, oui, mais il faut confirmer, voir ce que ça donne en combinaison avec la chimio, voir la safety au long cours, et ça prendra du temps. Ça prendra probablement plusieurs années, 3 à 5 ans, si tout va bien, pour venir vraiment concurrencer le Pembro. Mais en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de voir qu'il y a des nouvelles innovations, des nouveaux mécanismes d'action qui peuvent vraiment amener un réel bénéfice pour la malade. On en a tellement besoin. Parfait. Alors, dernière question, et cette fois, c'est moi qui la pose. Du côté de vos puissances de feu, quand on voit vos puissances de feu respectives, que ce soit dans la détection précoce avec Médian, la première ligne avec PDC et la seconde ligne avec OSE, on imagine que des discussions pourraient, un flux continu d'informations pourrait permettre d'arriver à des résultats beaucoup plus importants. Alors, comment ça se passe, les discussions éventuellement entre les différentes sociétés qui sont positionnées non pas en compétition, mais en complémentarité? C'est une question générale pour tous les trois et on finira sur cette question.
Si je prends moi de mon côté, c'est évident, moi je travaille beaucoup avec des groupes comme BTC ou autres parce que nous, on va gérer toute la partie imagerie des essais cliniques. Donc, justement, soit la partie PFS dont on parlait là, mais aussi pour regarder l'impact, est-ce que c'est que PFS, est-ce que c'est l'OS, etc. Et on travaille aussi avec beaucoup de nos très grands partenaires pharma sur toute la partie mécanisme d'action pour essayer de mieux comprendre les mécanismes d'action. Donc, pour moi, la complémentarité et les synergies et le travail qu'on peut faire en commun, il est évident. Allez, Moi, vas-y, Nicolas, je t'en prie. oui, non, je peux rebondir sur ce que disait Frédéric. C'est sûr que je pense qu'il y a une très, très grande complémentarité entre les sociétés à la fois de diagnostic, du biomarqueur compagnon et les sociétés de traitement, puisqu'aujourd'hui, il faut amener le bon traitement pour les bons malades. Et donc, le gros enjeu, Frédéric l'a abordé en début de webinaire, hein, c'est comment on peut sélectionner les bons malades, comment on peut identifier les bons biomarqueurs. Et on atteint aujourd'hui des limites que le cerveau humain a du mal à intégrer, hein. On a ces approches multimodales, c'est plus multiomique, c'est multimodal, où on multiplie, où on va combiner des approches multiomiques avec de l'imagerie, avec de la clinique, avec de l'histologie. Ça devient très, très, très complexe. Et donc, je crois qu'il y a un énorme potentiel pour l'IA générative pour venir nous aider en fait à mieux comprendre comment identifier les bons malades qui répondent bien au traitement et ça facilite derrière ensuite les études d'enregistrement. Eric, le mot de la fin. Oui, alors, ce qui a été dit est totalement vrai, hein, j'y ai souscrit totalement. Et d'ailleurs, dans les approches d'aller chercher du personnalisé néo-antigène, l'IA est partie déjà intégrante. Alors, ça ne s'appelle pas des fois de l'IA, mais vous êtes obligé d'utiliser des algorithmes, d'apprendre, du machine learning, etc., pour affiner et avoir des produits qui soient le plus efficaces et le plus utile, hein, parce que l'idée, c'est pas d'avoir des antigènes qui servent à rien, injecter un patient, parce que vous allez stimuler le système immunitaire sur des choses qui ne sont pas pertinentes. Maintenant, les synergies avec d'autres types de sociétés, toute société de biotech se doit d'être ouverte, hein. Évidemment, on est ouvert à des deals avec des grands groupes pharmaceutiques, puisque ça fait partie du business model des biotech, mais avec d'autres sociétés, les collaborations sont aussi des sujets d'actualité qui certaines fois sont opportunistes, qui peuvent devenir stratégiques s'il y a certains maillons clés, voyez, de la chaîne de valeur d'un produit, par exemple, qui manquent. Mais on est toujours à l'éveil, en éveil et à l'écoute d'opportunités externes. Voilà ce que je voulais dire. Merci, merci beaucoup. Un petit peu de perturbation de son externe. Merci. J'espère que on a un Américain qui nous parle. Oui. Le chômage, coupe ton microphone. Ça s'est arrêté. Oui. Merci à tous les trois donc, pour vos interventions respectives et ces présentations. On a beaucoup appris sur chacun de vos positionnements et sur les prochaines étapes de vos entreprises. C'était la première de la rentrée pour Biotech Finance, pour nos webinaires. Les prochains, alors on va aller dans le One Health, je vous fais cette annonce dans les mois prochains, le One Health avec l'Arthrose, hein, puisqu'on aura 3 sociétés à la fois dans le vétérinaire et dans la santé humaine sur l'arthrose. Et puis, ultérieurement, on a aussi prévu une approche sur la thérapie génique dans l'ophtalmologie, voilà, qui suivra probablement les deux webinaires qui vont venir seront au mois d'octobre et au mois de novembre. Merci encore à tous, merci à tous les trois pour vos témoignages. On a passé un excellent moment grâce à vous et à très bientôt à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.